Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. This most recent violence does not come in a vacuum. The reality is that it grows out of a long-standing conflict with a 56-year-long occupation and no political end in sight. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred and polarization. 5 jours maintenant après les massacres dans le sud d'Israël et alors que la puissance de feu israélienne menace d'anéantir la bande de Gaza, c'est l'un des grands points d'interrogation. La diplomatie mondiale a-t-elle encore un rôle à jouer? A-t-elle les moyens d'éteindre cet incendie qui menace d'enflammer tout le Moyen-Orient? Question posée alors que les morts se comptent désormais par milliers des deux côtés et que les images et les récits des massacres du Hamas amplifient la demande de vengeance de la société israélienne. Alors comment réagir? La réponse à la barbarie doit-elle être uniquement armée et militaire? Asphyxier Gaza et les plus de 2 millions de civils palestiniens qui y vivent, est-ce la promesse d'un embrasement du conflit? La communauté internationale a-t-elle encore quelque chose à dire, à apporter? Ou n'a-t-elle plus de communauté que le nom? Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Le monde au pied du mur, donc en quelque sorte 5 jours bientôt après ce 7 octobre 2023 qui a fait basculer ce conflit presque centenaire en réalité dans une toute autre dimension. Bonsoir Ofer Bronstein, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes franco-israélien, président du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien, rapprochement pour lequel vous avez toujours œuvré, notamment en tant que conseiller d'Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, pendant les fameux accords d'Oslo signés avec Yasser Arafat, des accords dont beaucoup sont nostalgiques aujourd'hui et qui incarnent en même temps, et c'est le paradoxe, l'échec de la diplomatie dans cette région du monde. Également avec nous pour en débattre, Marc Ecker, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directeur de la recherche à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Que peut la communauté internationale pour éviter un embrasement encore plus fort? Et je pose cette question alors que l'on parle ce soir de suspicion d'infiltration depuis le sud Liban vers le nord d'Israël et d'attaques de drones. En tout cas, on va débattre de ça ensemble ce soir. Également avec nous Benjamin Haddad, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, député Renaissance de Paris, membre du groupe d'amitié France-Israël, mais peut-être surtout ce soir ex-directeur Europe de l'Atlantic Council, qui est un think tank spécialisé dans les relations internationales, think tank américain, on est d'accord? Oui, c'est surtout parlementaire. Pardon? Enfin, je suis là en tant que... Oui, je sais, mais vous avez aussi cette casquette de spécialiste en relations internationales, c'est ce que je voulais préciser. Je disais on dit communauté internationale, mais on s'aperçoit, comme avec l'Ukraine d'ailleurs, on va en parler, de la grande fracture mondiale quand on parle d'Israël et de la Palestine. On voulait aussi en débattre avec vous, Yohann Soufi, bonsoir. Bonsoir. Avocat spécialisé en droit international pénal, ex-procureur international en Ukraine, et vous avez aussi été auparavant le chef du bureau des affaires juridiques de l'UNRWA, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Vous étiez basé à Gaza pendant plusieurs années, et vous avez une réflexion qui alimentera le débat, j'en suis certain, sur l'accusation de passivité de l'Occident vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine depuis des décennies et le ressentiment que ça a pu créer dans un grand nombre de pays. J'accueille enfin Stéphanie Latabdallah, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors si le monde est au pied du mur, comme je disais, c'est aussi parce que plusieurs pays se demandent comment réagir, se demandent s'ils doivent ou non maintenir l'aide au développement, notamment accordée aux Palestiniens. Ces territoires, vous les connaissez bien, vous avez vécu plusieurs fois dans la région, en Jordanie, mais aussi dans les territoires palestiniens. Vous êtes historienne et politiste, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient et des sociétés arabes. Et vous vous appelez ce soir à minima à une diplomatie humanitaire pour éviter un nouveau drame. On va en parler ce soir. Merci à tous les 5 d'être là pour ce débat qui s'ouvre avec le billet, signé comme d'habitude Pierre Michel. This is an international catastrophe. We feel the international support from the people all over the world, but the IDF needs to act. Hamas has to pay. Le monde au pied du mur, la communauté internationale sommet d'agir est mise face à ses responsabilités. This most recent violence does not come in a vacuum. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred and polarization. Alors qu'une grande partie de la communauté internationale soutient la riposte d'Israël, cette épreuve s'ajoute à la longue liste de défis que nous surmontons ensemble. À l'heure de l'escalade et des représailles, à l'heure où les États-Unis envoient du matériel militaire, The Department of Defense has moved the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group, and we stand ready to move in additional assets as needed. une question se pose, jusqu'où soutenir Israël dans sa riposte militaire? I'm not here to draw red lines or issue warnings or
give lectures to anybody. Comme il y a une communauté internationale, il y a pourtant des conventions internationales. The imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law. Quelle place à l'avenir pour la diplomatie? La France se tient également du côté du droit international et de la paix, dont elle est et restera un artisan convaincu. La diplomatie, elle est à l'origine même d'Israël. Soviet Union, yes. United States, yes. C'est le plan de partage de la Palestine et la résolution 181 votée à l'Assemblée générale de l'ONU en novembre 1947. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted. C'est la résolution 242 pour le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. De longs et durs efforts seront encore nécessaires pour mettre en œuvre ces principes. C'est aussi les accords de Camp David en 79 et bien sûr ceux d'Oslo il y a maintenant 30 ans. This brave gamble that the future can be better than the past must endure. Mais la communauté internationale, ça veut dire quoi? Alors que l'Occident s'affiche clairement du côté d'Israël, une majorité d'États appelle plus simplement à la désescalade. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. En affichant parfois une toute relative neutralité. İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı. La diplomatie est plus que jamais un pari. Ofer Bronstein, je vais commencer avec vous et avec une anecdote. Je le disais en préambule, vous avez participé aux négociations des accords d'Oslo de 93 dans l'équipe d'Yitzhak Rabin. Et j'ai appris en préparant l'émission qu'à l'époque, vous étiez tellement optimiste sur la suite que vous aviez même envisagé, vous, Israélien, d'acheter un appartement à Gaza en face de la mer. Oui. C'est surréaliste de dire cette phrase aujourd'hui. Oui, c'est surréaliste. Je le regrette. Que ce soit surréaliste. Que ce soit surréaliste, parce que à l'époque où je l'ai pensé, les Israéliens et les Palestiniens traversaient la frontière librement. À l'époque où je le pensais, que je le voulais, mes amis palestiniens de Gaza m'appelaient à 7 heures du soir pour me dire on a pêché du poisson, viens manger. Une heure après, j'étais au bord de la mer à Gaza. Et c'était il y a seulement une trentaine d'années. C'est pour rappeler ça que je dis ça ce soir. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, 5 jours après ces attaques ? Je suis effondré. Je ne pensais pas que le barbarisme humain pouvait atteindre ces sommets d'ignominie. Ce qui s'est passé, c'est un pogrom par une organisation qui n'a pas commis des crimes de guerre. Elle a commis des crimes contre l'humanité. Et il faut le dire, le Hamas est l'ennemi des Palestiniens avant tout. Le nom vrai du Hamas, c'est le mouvement de résistance islamique. C'est pas le oui, Hamas, c'est l'anagramme de mouvement de résistance islamique. Exactement. C'est pas le mouvement de libération de la Palestine. Je veux vous rappeler un peu l'histoire du Hamas. Il a été créé en 87, c'est vrai, avec la volonté de l'extrême droite israélienne pour contrecarrer les modérés palestiniens, parce qu'on avait peur d'avoir affaire aux modérés. C'était interdit par la loi en 87 pour des gens comme moi de rencontrer des amis de l'OLP. Par contre... L'OLP, c'était l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat. Par contre, il était tout à fait normal de rencontrer des gens du Hamas. Donc, on a semé un peu le vent et on récolte aujourd'hui... Aujourd'hui, on récolte la tempête depuis longtemps. Mais permettez-moi de vous dire qui est le Hamas. C'est pas seulement, encore une fois, c'est l'ennemi des Palestiniens. Le Hamas... Et des Israéliens, on le voit oui, bien sûr, mais je veux qu'on comprenne que c'est pas seulement contre Israël. Tout d'abord, ils ne se sont pas pris à des soldats, ils ne se sont pas pris à des colons, ils se sont pris à des jeunes pour la paix qui dansaient le soir. Ils se sont pris à des kibbutzim, qui sont tous des kibbutzim de gauche qui veulent la paix. Ils se sont pris d'une façon systématique à des juifs, bien que beaucoup de non-juifs ont été touchés par cet horrible crime. Mais vous savez, après les accords d'Oslo, signés le 13 septembre 1993, la poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, la reconnaissance mutuelle des Palestiniens du droit d'Israël à avoir un État et d'Israël du droit aux Palestiniens de vivre dans la dignité et dans la liberté. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe ? On commence à tuer des enfants et des femmes à Jérusalem, à Tel Aviv et dans les villes israéliennes. C'est le Hamas qui le fait. Pourquoi il le fait? Pour tuer les accords d'Oslo. Pour tuer les accords d'Oslo. Et
c'est le Hamas et l'extrême droite israélienne qui ont tué Yitzhak Rabin. En tuant Yitzhak Rabin, on a retourné d'autres... Encore un détail. Non, je précise ce que vous dites. C'est que vous dites aujourd'hui, en gros, des deux côtés, ceux qui ont voulu la peau des accords d'Oslo sont au pouvoir. Oui, que le Hamas est un ennemi de l'humanité. Benjamin Haddad, comment vous réagissez d'ailleurs à ce que dit Ofer Bronstein? Moi, je suis fondamentalement d'accord. Et déjà, c'est vrai que en voyant l'horreur absolue qu'on a vue ces derniers jours, on a parlé des 50 ans de la guerre de Kippour, l'attaque surprise contre Israël en 1973. Qui était la dernière grande guerre israélo-arabe. On a parlé du 11 septembre. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est aux images d'un pogrom que ça fait penser. On pensait que c'était plus possible. J'ai repensé au poème de Narman Bialik qui avait parlé de Kishinev au début du XXe siècle, qui avait mené aussi à beaucoup de Juifs à émigrer à l'époque vers le Moyen-Orient pour s'y installer. Le Hamas est une organisation terroriste, islamiste, avec un but génocidaire qui est de faire disparaître Israël. Oh non, plus que ça. Et plus que ça, vous dites. Oui, beaucoup plus que ça. Bien sûr. Et dans sa charte aujourd'hui, les Juifs, pas les Israéliens, les sionistes, les Juifs sont désignés comme des porcs, des singes. C'est le Hamas qui est la branche palestinienne des frères musulmans égyptiens à l'époque qui avaient assassiné Sadat aussi, qui après avoir fait la guerre contre Israël s'est rendu très courageusement à Jérusalem pour aller serrer la main de Menahem Begin et faire les accords de paix de Camp David. C'est le Hamas effectivement qui a fait une série d'attentats terroristes au milieu des années 90 pour faire saboter les accords d'Oslo au moment où la gauche israélienne, la gauche de Shimon Peres et de Yitzhak Rabin était au pouvoir pour faire la paix avec les Palestiniens. C'est ce Hamas aujourd'hui qui assassine des enfants, qui assassine des vieillards, qui prend des otages, qui endeuille aussi beaucoup de familles de nos compatriotes français et qui veut une fois de plus faire saboter la paix. Il ne peut pas y avoir de paix ou de dialogue possible tant que le Hamas est au pouvoir et prend en otage aussi les Palestiniens de la bande de Gaza. C'est important et on va en débattre, mais je vous voyais prendre des notes, Stéphanie Latabdallah. C'était en lien avec ce que disait l'un ou l'autre? Oui, parce que évidemment, on est tous choqués, on est tous dans l'effroi de ce qui s'est passé. Ça n'empêche pas de quand même replacer les choses où elles sont, dans le sens où vous dites des choses fausses, en fait. Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, déjà, c'est la charte du Hamas qui a été... je ne vais pas défendre le Hamas, simplement, moi, mon travail, Monsieur, je suis historienne, politiste. Donc moi, mon travail, ce sont... Oui, enfin, bon. Mon travail, ce sont les faits. Donc l'idée vraiment... Je vais rester là-dedans et je l'ai bien dit, après l'effroi que suscite ce qui vient de se passer. Mon travail, ce sont les faits. Et donc les faits, c'est que cette charte a été amendée en 2017, qu'elle reconnaît la possibilité d'un État palestinien sur les frontières avant la guerre de 1967. Et que ce que vous dites... Pardon? Elle parle d'Oudna, elle ne parle pas de paix. Oui, elle parle de Oudna. Et les kibboutzs ont été attaqués, ce n'est pas des territoires occupés? Ce n'est pas des territoires colonisés? Je vous réponds. Ont été assassinés. Bon, écoutez, monsieur, je vous réponds. On sait ça, ce que vous êtes en train de dire. Mais pardon, non, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous précisez ça? Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que le débat n'est pas juste. Enfin, parce qu'on est censé laisser dire des choses fausses. Non, Voilà, je le précise pour ça. Et en revenant à ce que vous disiez, monsieur, je pense que vous avez très justement fait remarquer qu'effectivement, il y avait eu un encouragement au Hamas dans les années 80, mais pas seulement dans les années 80. En fait, c'est la doctrine de monsieur Netanyahou depuis les années 2000. Et tous les journalistes du Haaretz aussi sont sur cette ligne et le confirment. Donc, le journal de gauche israélien. À le dire. Et donc, on a depuis les années 2000 une non-volonté de règlement du conflit, une volonté de gérer un conflit soi-disant à basse intensité, on voit très bien l'incapacité à le faire, avec une doctrine Netanyahou qui est celle de laisser le Hamas plutôt que de discuter avec l'autorité palestinienne qu'il n'a cessé d'affaiblir parce qu'il ne veut pas de cet État palestinien, et que donc il faut maintenir la division entre les deux entités, celle de Cisjordanie et celle de Gaza. Donc maintenant, ça, ce sont des faits. Je pense qu'aujourd'hui, malgré l'émotion, à un moment donné, peut-être pas maintenant, c'est peut-être trop tôt, mais il va falloir prendre ces questions vraiment à bras-le-corps. Ça veut dire quoi, prendre ces questions vraiment à bras-le-corps, Marc Ecker, et est-ce que c'est possible, et est-ce que l'émotion n'est que passagère, et est-ce que, j'allais dire, quelque part, dans quelques jours, quelques semaines, finalement, on va repasser à ce qui se vivait avant, c'est-à-dire une sorte d'indifférence de ce conflit Alors, l'émotion, c'est un facteur à prendre en compte. C'est un facteur de politique interne, c'est un facteur de politique internationale. Alors parfois, en particulier les chercheurs, moi je suis chercheur aussi, on est très rationnel, mais le facteur émotionnel est aussi à prendre
très sérieusement en compte. En Israël, il y a une pression très forte pour qu'on ne revienne pas au statu quo. Le statu quo, c'est ce qu'on a connu donc depuis des années, enfin en gros depuis 2005 pour faire simple, qui était l'évacuation de la bande de Gaza par Ariel Sharon, l'évacuation des dernières colonies. Donc, de la bande de Gaza, qui ont été donc évacuées en 2005. Donc effectivement, Benjamin Haddad a raison, il n'y a plus de colonies à Gaza, et autour, ce ne sont pas des colonies, on est dans le territoire de la ligne verte de 67. Ça, c'est le premier point à préciser, effectivement. Donc il y a une émotion qui est très forte en Israël, volonté de ne pas retourner à ce statu quo. Le statu quo, c'est que depuis cette période-là, Gaza est entourée, se veut, avec une enveloppe qui se veut hermétique de la part des Israéliens. On a vu le 7 octobre qu'elle ne l'était pas, mais le statu quo, dans le langage sécuritaire des Israéliens, c'était qu'il fallait aller toutes les X années à Gaza pour, je cite, tondre la pelouse. Ça veut dire ça, c'était du langage sécuritaire. C'est ce qu'on entend régulièrement, informellement, il faut aller tondre la pelouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hamas avait la capacité de se régénérer. On a souvent entendu les Israéliens dire on va détruire l'infrastructure terroriste du Hamas. Ils n'ont jamais réussi à le faire dans leurs opérations. Opérations qui étaient toujours limitées, même si le bilan était souvent effroyable. Ça c'est ce qui se passait jusqu'à maintenant, depuis la prise de contrôle du Hamas sur Gaza en 2006. Donc depuis 17 ans. Donc depuis 17 ans. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, c'est que les Israéliens disent on ne veut pas revenir à ce qui se passait avant. On va tondre la pelouse tous les 2-3 ans. Alors, point important, déjà, 2006, le Hamas a gagné des élections. Donc, c'est vrai que c'est un groupe terroriste. Oui, mais c'est important parce que la qualification de l'acteur est en fait pas si simple. C'est-à-dire qu'on a affaire à un acteur qui était déjà classé terroriste parce qu'il avait fait des attentats suicides, etc., dès les années 90 et puis au début de la deuxième intifada. En même temps, il a remporté des élections. Et la communauté internationale, l'expression est très contestable, vous l'avez dit dans votre introduction, la communauté internationale, à cette époque-là, a dit on ne peut pas reconnaître le résultat de ces élections parce que c'est un groupe terroriste qui les a gagnés. En 2007, il y a eu un coup de force du Hamas qui a éjecté le Fatah, qui était donc le parti historique d'Arafat. Et ensuite, les laïcs palestiniens. Il y avait ce mur, cette barrière, et la manière dont le Hamas avait de poursuivre la lutte, c'était par les roquettes. D'où ces interventions aussi régulières de l'armée israélienne pour, entre guillemets, tondre la pelouse. Là, aujourd'hui, il y a vraiment eu un choc qui fait que ni la population, ni les élites politiques, ni les élites militaires ne veulent retourner à ce statu quo et avoir à, entre guillemets, retondre la pelouse régulièrement. Et on a entendu Netanyahou dire nous allons changer la donne au Moyen-Orient. Mais la question, ça veut dire quoi, ne plus revenir au statu quo? Alors, c'est la question que tout le monde se pose. C'est celle que tout le monde se pose, je pense, les Israéliens en premier, parce que faire ça militairement, c'est-à-dire retirer, entre guillemets, l'infrastructure terroriste du Hamas de la bande de Gaza, c'est extrêmement compliqué puisqu'il y a une imbrication avec les populations, puisque, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas qu'un simple mouvement terroriste, il a aussi été élu par les populations. On dit parfois que ces populations sont prises en otage, c'est vrai dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement. Il y a aussi une partie de la population qui soutient. Donc comment est-ce qu'on démêle tout cela? C'est franchement un vrai casse-tête. Et quand bien même l'armée israélienne y arriverait, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on met à la place? L'autorité palestinienne n'est pas en état, elle a été rejetée par la population. Et la dernière chose que veut Israël, c'est reprendre la main sur la bande de Gaza, sachant que la population... Elle ne veut pas réoccuper la bande de Gaza, y réinstaller des colonies. Johan, Sophie, vous avez vécu là-bas plusieurs années, comment est-ce que vous entendez ce qui se dit Est-ce que votre crainte est que, justement, ce non-retour au statu quo signifie un anéantissement de la bande de Gaza, en réalité? Moi, ce qui m'embête dans les discussions à propos de la bande de Gaza, c'est qu'on parle des acteurs, mais on ne parle pas de la population qui vit à Gaza. Comme si on dit tondre la pelouse, comme s'il n'y avait pas d'êtres humains, comme les Israéliens de l'autre côté de la frontière qui vivaient là-bas. Or, moi, ce que j'ai vécu quand j'étais à Gaza, c'est une vie au quotidien qui ressemble exactement à la vie, en tout cas dans ses grandes lignes, à la vie de l'autre côté de Eretz, de l'autre côté de la frontière, avec des gens qui sont préoccupés par TikTok, par les séries, etc. Mais une peur constante, des drones tous les jours qu'on entend à basse altitude, la menace qui, pendant la nuit, quand vous allez vous coucher et que vous êtes un père ou une mère à Gaza, vous ne savez pas si le lendemain, vous n'allez pas avoir votre habitation qui est démolie. Et ça veut dire aussi une absence d'espoir. Quand vous êtes un jeune à Gaza et que vous avez 20 ans, que vous avez connu 16 ans de blocus et que vous avez un diplôme, même un doctorat, quel est votre avenir dans ce contexte?
quel travail vous pouvez faire, comment vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Et ça, c'est dur pour une population. Quand on a des enfants, ce qu'on veut, c'est espérer un espoir meilleur. À Gaza, il n'existe pas cet espoir. Et donc, c'est important, à mon avis, de replacer la population aussi gazaoui au centre du débat aujourd'hui. Est-ce que c'est trop tôt, j'allais dire, Benjamin Haddad, vous qui connaissez bien Israël aussi, pour la société israélienne, pour prendre en compte ce que vient de dire Yohann Soufi Non. Est-ce que cette soif de vengeance est trop forte aujourd'hui? Non, mais il y a un désir légitime de la part d'Israël et de ses dirigeants qui sont élus de sécurité. Alors cette sécurité, elle ne pourra pas passer sans une solution politique de long terme. Moi, j'ai toujours été favorable, la position de la France d'ailleurs, à 2 États. Mais la perspective des Israéliens, c'est que ce retrait de Gaza qui a eu lieu en 2005, avec les colonies, retrait, c'est accompagné après d'une prise de pouvoir par la force. Certes, il y a eu une élection en 2006, mais une prise de pouvoir par la force en 2007 du Hamas sur la bande de qui a Gaza. fait de la bande de Gaza une base arrière terroriste pour envoyer régulièrement, aujourd'hui, des infiltrations et puis des roquettes sur les villes israéliennes. Les Israéliens voient quotidiennement les médias palestiniens qui lancent régulièrement des appels à la haine antisémite. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, c'est cette fanatisation qu'on voit aussi à l'œuvre aujourd'hui dans la violence qu'on a vue s'exprimer. Mais il y a toujours eu une majorité de la population israélienne qui était favorable à la paix, favorable au dialogue. Mais ce dialogue, il doit aussi passer avec des acteurs politiques responsables, des interlocuteurs, et puis aussi dans un rapport de force. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais bien sûr, derrière le Hamas, il y a des acteurs régionaux, comme l'Iran, qui veut saboter le dialogue qui était en cours en ce moment entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui aurait pu être une normalisation politique historique, le dialogue des accords d'Abraham, la paix. Les accords d'Abraham, ce sont les accords de normalisation entre certains pays arabes et Israël. Israël et le Maroc notamment. Bahreïn ou les Émirats arabes unis, qui étaient un tournant. Et on disait que l'Arabie Saoudite serait le prochain sur la ligne. Et on sait que l'Iran et ses gardiens de la révolution ont toujours soutenu le Hamas financièrement. Il y a eu des entraînements. Le Wall Street Journal a même dit que les gardiens de la révolution iraniens auraient donné un feu vert au Hamas avant de lancer cette opération. On parle en ce moment peut-être avec un risque d'ailleurs d'attaque du Hezbollah au nord, donc à la frontière avec le Liban, dont on sait qu'il est lié aussi à l'Iran. Il y a une volonté stratégique derrière de la part de l'Iran, de déstabiliser la région et surtout de saboter le dialogue politique, la reconnaissance entre Israël et les pays arabes. Saboter le dialogue politique. Mais ma question, c'est est-ce qu'il existait encore ce dialogue politique? Alors, je ne parle pas des pays arabes, je parle entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que le mot paix, Ofer Bronstein, et vous l'avez connu, vous avez participé aux accords d'Oslo encore une fois, est-ce que ce n'est pas un mot du XXe siècle quand on parle de cette région? Est-ce qu'on n'utilise pas tout le temps le vocabulaire de l'époque, alors qu'en réalité, on n'en est plus là du tout? Et est-ce que ces attaques-là, elle signifie la fin définitive de tout espoir de paix? Peut-être le contraire. Peut-être le contraire. Oui. Vous savez, le sentiment des Égyptiens et des Syriens, mais surtout des Égyptiens, après la guerre de Kippour en 1973, a été qu'ils ont gagné la guerre. Alors qu'en fait, ils ont traversé la frontière, et ils sont restés sur des territoires qui avaient été conquis par Israël. Ils ne sont même pas rentrés en Israël. Mais le sentiment d'avoir pris les Israéliens au dépourvu, le sentiment d'avoir pu traverser le canal de Suez et reprendre une partie des terres du Sinaï, leur a donné, et d'ailleurs il le fait chaque année, il fête la victoire. Ah, il fête la victoire chaque année? Chaque année, la victoire de la guerre d'octobre. Pour eux, c'est la guerre d'octobre, pour les Israéliens, c'est la guerre de Kippour. Mais ça a provoqué le retour de la dignité égyptienne, et ça a poussé Anwar el-Sadat de venir quelques années après à la Knesset et de faire des accords historiques avec Israël. Oui, c'est-à-dire que, pour préciser, 6 ans après la guerre de Kippour de 1973, il y avait les accords entre Israël et l'Égypte. Dans chaque crise, il y a des opportunités. Vous savez, dans un jour, 2 jours, je voulais, par rapport au Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza de l'OLP, il n'a pas fait un putsch, il n'a pas pris le pouvoir. Il a assassiné des centaines de Palestiniens, de ses frères de l'OLP, en les jetant du 4e et du 5e étage. Ça n'a pas été un putsch pacifique. Ils ne sont pas venus prendre les bureaux. Ils sont venus assassiner des centaines d'amis à moi. Donc, ce n'est pas des pacifistes. Et je crois que dans chaque crise, il y a une opportunité. Quand le sang va arrêter de couler et qu'on va se calmer un peu, et je sais que ça va arriver, parce qu'on ne va pas exterminer 2,5 millions de personnes, les Israéliens vont devoir faire des comptes. Ils vont devoir faire une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé, et 2, pour dire où on va. Et on va parler du rôle de la communauté internationale. Dans chaque crise, il y a une opportunité, oui. mais pardon, je pense à ce que disait Benjamin Haddad. À l'époque de 73 ou de 79, il n'y avait pas un acteur aussi puissant que l'Iran qui était derrière. Est-ce que c'est pas ça qui change la donne aussi aujourd'hui? Je vais vous dire quelque chose pour l'Iran.
l'Iran utilise le sionisme, les juifs, etc., comme étant ennemis. N'oublions pas que le Hamas, ce sont des sunnites. Le Hezbollah, ce sont des sunnites. Les Iraniens, ce sont des chiites. Le Hezbollah, ce sont des chiites. Excusez-moi. Le Hamas, c'est des sunnites. Les Iraniens, ce sont des chiites. Il y a pas ça ne les empêche pas de. Mais parce qu'ils veulent déstabiliser. Israël n'est pas l'objectif des Iraniens. Les Iraniens ont le grand croissant chiite qu'ils veulent retrouver. Non. Les Iraniens, c'est une civilisation. Moi, j'espère beaucoup qu'un jour, on va se retrouver autour d'une table avec les Iraniens. Et permettez-moi de préciser que l'Iran a été le premier pays musulman à avoir des relations diplomatiques avec Israël. Donc, si ça a été fait à l'époque, quant à la paix, il n'y a pas d'autre alternative à la paix, monsieur. Par la guerre et par la violence, on ne peut pas résoudre le problème et le conflit israélo-palestinien. Stéphanie, que par le dialogue. Lattab Abdallah, quand Ofer Banchan disait dans toute crise, il y a des opportunités. Est-ce que vous arrivez à avoir cet espoir, vous aussi, ou pas? Pas immédiatement, mais bon, peut-être que je voudrais revenir sur plusieurs choses. Il a été parlé d'un objectif stratégique pour Israël qui aurait été de faire la paix avec l'Arabie Saoudite et avec comme elle l'a fait avec les accords d'Abraham. Mais c'est un objectif stratégique qui ne tient absolument pas compte de la partie palestinienne, dont le problème. Donc un des objectifs stratégiques de Hamas en faisant ce qu'il a fait, et ce qui est suffisamment horrible, ça a été justement de remettre les Palestiniens dans le jeu. Donc vous ne pouvez pas parler d'objectifs stratégiques sans prendre en compte toutes les parties qui sont en jeu. En fait, ça n'a aucun sens. Par contre, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement israélien a réellement un objectif stratégique à Gaza ou dans son interaction avec les Palestiniens? Et pour le moment, je pense qu'il n'en a pas. Et je revenais à ce que vous disiez, c'est vraiment très très important, cette question de la société civile en fait. Parce que monsieur rappelait effectivement les conditions de vie dans la bande de Gaza depuis maintenant des années. C'est terrible. Comment imaginer, alors qu'aujourd'hui il y a un blocus complet, il n'y a rien qui rentre à Gaza, comment imaginer à un moment donné construire quelque chose en punissant l'ensemble de la société civile? Moi, ce que je vois comme seule possibilité aujourd'hui, c'est une diplomatie à minima humanitaire déjà pour commencer. C'est quoi une diplomatie humanitaire? C'est un corridor, c'est un échange d'otages contre prisonniers, c'est quoi? Entre où et où? Laissez-moi, je vais vous dire. Donc un corridor déjà pour faire rentrer le minimum de choses nécessaires. Alors par Rafah, par l'Égypte, qui a été bombardé. Rafah a été bombardé. Oui, il a été bombardé, mais jusque-là il y avait quand même des médicaments, un minimum qui rentraient, mais très peu de choses. Donc laisser rentrer les médicaments, la nourriture, l'électricité, le minimum de choses pour la population d'une part, et d'autre part arriver à un accord minimal sur un échange entre les personnes qui ont été prises en otage, notamment les femmes et les enfants, contre des femmes et des enfants qui sont retenus. Il y a des négociations en ce moment. Oui, il y a des négociations qui sont. Il y a déjà des négociations entre le Hamas et Israël. Contre les prisonniers, donc des prisonnières pour les femmes en Israël. Et je reviens aussi à autre chose. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte que le seul interlocuteur qu'a eu le gouvernement israélien depuis les années 2000, c'est le Hamas. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 2014, c'est le Hamas. Aujourd'hui, je m'excuse. Mais non, quasiment, c'est le Hamas. Non, on va voir l'autorité palestinienne quand vraiment. Je reprends la main, Stéphanie Lattab Abdallah, à ce stade, juste pour qu'on comprenne bien, pardonnez-moi. Parce que tous ceux qui nous regardent ne comprennent pas forcément ce qui se passe entre Gaza et la Cisjordanie, entre le Hamas qui a le pouvoir à Gaza et qui a le pouvoir en Cisjordanie, Camille. Justement, en Cisjordanie, c'est l'autorité palestinienne et son président, Mahmoud Abbas, qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et donc les deux, le Hamas et l'autorité palestinienne, vous l'avez rappelé en filigrane, nourrissent une rivalité qui est parfois allée jusqu'au conflit direct et armé. Or, Mahmoud Abbas, actuellement, c'est un peu le grand absent du débat. On ne l'a pas vu ou à peine depuis samedi dernier. On sait qu'il a eu des échanges, notamment avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, également avec Emmanuel Macron, mais il n'y a eu aucune prise de parole officielle. Et je précise que Mahmoud Abbas, donc, c'est un homme de 88 ans qui est au pouvoir depuis très longtemps, dont la légitimité est entamée aux yeux des Palestiniens par de nombreux épisodes, de nombreux scandales. Ofer Bronstein, je sais que vous faites partie de ceux qui appellent à une réhabilitation de l'autorité palestinienne plus modérée, justement pour affaiblir le Hamas. Mais est-ce qu'il est encore possible de discuter avec un homme comme Mahmoud Abbas? Est-ce qu'il peut vraiment faire partie de la solution? Je vais vous dire avec qui il faut parler. Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu un échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, ça a été après 5 ans de kidnapping. C'était Gilad Shalit, le soldat Gilad Shalit. Pour 1270 prisonniers palestiniens. Un soldat contre 1270 prisonniers. 1067. Exactement. Bon, en tout cas, un soldat contre plus beaucoup de prisonniers. 1027, pardon. 1000 hommes et 27 femmes. D'accord. Et aujourd'hui,
il va y avoir des échanges de prisonniers. Oui. Je suis ravi qu'il y ait déjà des négociations pour libérer les femmes et les enfants des deux côtés. Il y a quand même aujourd'hui un symbole palestinien qui se trouve en prison en Israël, qui peut unifier les Palestiniens, qui est accepté même par le Hamas et qui est un homme pragmatique, je le connais personnellement, et c'est Marwan Barghouti. Donc je pense que si Israël avait la sagesse de libérer Barghouti, on pourrait avoir un partenaire auprès de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas est un ami. Je pense qu'il a vraiment... Et n'oubliez pas une chose sur Mahmoud Abbas, on le dénigre aujourd'hui, mais ça a été d'une façon chronique, tout le temps, quelqu'un qui s'est opposé au terrorisme et à la violence. Donc je pense que c'est un grand leader, je pense que son temps est passé, mais je pense qu'il y a des jeunes leaders du côté palestinien qui peuvent très bien faire le job. Je vous laisse répondre, Benjamin Haddad, et puis on continue le tour de table après. Non, en l'occurrence, Farbinstein a répondu à la question que je voulais lui poser, qui est la question du renouvellement générationnel du leadership palestinien en Cisjordanie. Mahmoud Abbas a 88 ans. On sait que son pouvoir a souvent été aussi accusé de corruption. Il est au pouvoir depuis plus de 20 ans sur un mandat présidentiel qui était au départ de 4 ans. Donc il y a la question, en effet, du leadership palestinien, mais vous avez donné, en effet, une ébauche de réponse. Je peux vous donner une liste de jeunes palestiniens qui sont Marc Ecker, est-ce que c'est uniquement une question d'interlocuteur en réalité ? Ce qui me frappe, c'est qu'on parle en fait de diplomatie, on va dire tactique. C'est une diplomatie dans un cadre de guerre. C'est comment échanger des otages, des prisonniers, comment faciliter un corridor humanitaire, etc. Mais on n'est pas du tout sur de la diplomatie qui irait dans le sens, entre guillemets, d'un processus de paix. On n'ose presque plus parler de la paix. Mais même le mot processus de paix... Non, on n'en parle plus. Alors, déjà, Oslo n'était pas un accord de paix. C'était une déclaration de principe. C'était un accord intérimaire. Et au bout de 5 ans, les principaux problèmes étaient censés être discutés et réglés. Les principaux problèmes étant les réfugiés, les colonies, les frontières et Jérusalem. Et ces problèmes n'ont jamais été résolus. Ils sont toujours là. Et en fait, ces problèmes sont même empirés au fil du temps. Donc on voit mal aujourd'hui comment sortir de cette impasse-là. Alors s'il y a de la diplomatie tactique, effectivement, ça peut peut-être permettre d'apaiser les choses temporairement, mais l'impasse stratégique, elle est toujours là. Et en fait, ce qu'a voulu faire le gouvernement israélien depuis maintenant 3 ans, c'est échanger de cadres stratégiques, justement. L'impasse israélo-palestinienne étant actée, essayons de faire la paix avec des pays arabes sunnites, d'où les accords d'Abraham. Et là, on voit effectivement que le Hamas essaye de saboter cela. Maintenant, il faut voir s'il va réussir ou pas. Et ça, ce n'est pas encore joué. S'il va réussir ou pas quoi ? À saboter. Ça. À saboter. De réconciliation. Yohann Sophie, votre regard là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que la question palestinienne est revenue, du coup, à l'ordre du jour, ou que les atrocités commises par le Hamas font qu'en réalité, elle va de nouveau être reléguée ? C'est une grande question qui se pose aujourd'hui. Et c'est cyclique, c'est-à-dire que là, dans l'intensité, on est à un échelon peut-être qui n'a jamais été vu avant, mais ce cycle de violence, de rétaliation, de violence à nouveau, et avec un statu quo dans lequel la situation des Palestiniens s'aggrave d'année en année, elle existe depuis 2 décennies. Après, moi, vous savez, je suis juriste, et donc on a quelque chose qui est assez simple, c'est que quand il y a une résolution ou quand il y a un texte juridique sur lequel on s'est mis d'accord, normalement on le respecte. Depuis plusieurs décennies, je n'ai pas l'impression que le gouvernement israélien respecte les résolutions auxquelles il s'est lui-même engagé. Et donc ça, c'est un problème parce que, à la fois dans le domaine politique, diplomatique et juridique, quand vous avez une parole et que vous ne la respectez pas, eh bien effectivement, il n'y a plus trop d'alternatives autres que la violence et que le résultat que l'on constate aujourd'hui. Oui, enfin, prochaine. Oui. Je voulais, sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le Hamas et sur la population gazaoui, c'est presque 2,5 millions de personnes. 70% d'entre eux, au moins de 35 ans, n'ont jamais rencontré un Israélien. Et sur ces 70%, 75% sont au chômage. Ils vivent avec $1,50 par jour. Le PIB par habitant à Gaza est de $2,000. Il est de $45,000 en Israël. L'écart est énorme. Et, comme on le sait, c'est une bande très serrée de 450 km². C'est une des plus grandes densités urbaines au monde. La plus grande. Et quand on parle de réfugiés à l'intérieur de Gaza aujourd'hui, ils n'ont pas où aller. Le corridor humanitaire, la seule chose que les Gazaouis font ces derniers jours, c'est d'aller vers la plage. Aujourd'hui, on a 200 000 personnes au bord de la plage pour essayer d'éviter les bombardements. Les Israéliens, j'en suis ravi, et je suis très attristé, mais je suis ravi qu'ils peuvent aller vers le sud, vers le nord et vers le centre d'Israël. Les Gazaouis n'ont pas où aller. Et la plupart des Gazaouis ne sont pas du Hamas. La plupart des Gazaouis veulent, comme vous l'avez dit, acheter un jouet à leurs enfants. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu un avion. Donc c'est ça qu'ils veulent, c'est une ouverture sur le monde. Enfin, ils ont vu des avions, mais... oui, mais jamais monté dans un avion. Vous savez, à l'époque des accords d'Oslo,
il y avait un aéroport à Gaza. Ça leur permettait de rencontrer le monde. On pensait à un port à Gaza. Il y a aujourd'hui du pétrole, comme on a fait l'accord avec le Liban il n'y a pas longtemps. Le Hezbollah était d'accord pour négocier avec Israël indirectement. Il y a du pétrole et du gaz à quelques kilomètres de Gaza. Si on leur permettait d'exploiter le pétrole et le gaz, si on ouvrait un aéroport, si on ouvrait un port, si il y avait un corridor entre le Gaza et la Cisjordanie, ça pourrait être Singapour, je vous garantis. Ça pourrait être Singapour, vous dites? Oui, un jour, j'achèterai mon appartement à Gaza. Vous l'achèterez un jour? Oui, monsieur. Vous le pensez encore? Oui. Benjamin Haddad. Non, ça pose la question, ce que dit Fabre Bronstein, c'est est-ce que, et on composait un peu tout à l'heure, c'est est-ce que la réponse ne peut être que militaire et sécuritaire? Et on entend bien qu'elle est celle-ci 5 jours après ces massacres, mais est-ce qu'elle ne peut être que ça? Déjà, je suis inspiré par l'optimisme et l'énergie de Fabre Bronstein, et j'ai envie de le dire. Et vous savez, en Israël, quand vous regardez les figures politiques historiques, il y a toujours eu les deux, la sécurité et la paix. Yitzhak Rabin, c'est aussi le ministre de la Défense qui avait répondu à la première intifada en 1987 avec beaucoup de fermeté et qui après a tendu la main et a fait la paix avec les Palestiniens. Ariel Sharon, c'est celui, on le sait, qui avait été lors de la guerre du Liban au début des années 80, puis qui a mené la réponse sécuritaire à la seconde intifada au début des années 2000, mais qui a aussi décidé de quitter la bande de Gaza et qui serait peut-être allé plus loin s'il n'avait pas été victime d'une attaque. Donc je crois que la société israélienne est prête et a envie de ce dialogue. Mais encore une fois, la violence qui vient aujourd'hui, la barbarie que l'on voit aujourd'hui, et en ce moment même avec des centaines d'otages qui sont toujours aux mains du Hamas, rend ce dialogue impossible. Il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui. On n'a pas demandé à la France de faire un dialogue avec Daesh après le 13 novembre. Non, nous avons répondu au terrorisme. Donc, à un moment, Israël est une démocratie qui a le droit et qui a même le devoir de défendre. Mais c'est la question. Vous dites, pardon, c'est important. Et non, mais c'est pas une réponse. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une réponse d'émotion. C'est une réponse politique qui est totalement. Mais Ofer Bronstein le disait, Israël négocie déjà avec le Hamas. Mais aujourd'hui, il y a des négociations, il y a des échanges de prisonniers. Non, parce que vous disiez, on n'a pas négocié avec Daesh. Des formes de négociation, mais après là, il ne peut y avoir qu'une réponse de fermeté. Est-ce que vous avez peur, vous aussi, malgré tout, que la riposte israélienne aille trop loin? On avait Dominique Moïsi sur ce plateau hier soir, visage de la géopolitique, membre fondateur de l'IFRI, qui nous disait « J'ai peur qu'Israël fasse la même erreur que les Américains, qui ont surréagi, disait-il, après le 11 septembre. » Attendez, pardon, mais excusez-moi. Oui, d'accord, mais enfin, je crois que ce n'est pas la question aujourd'hui qui se pose. Je veux dire, les Israéliens sont toujours en train de compter leurs victimes civiles, sont en train de compter des bébés qui ont été éventrés. On voit des horreurs comme on en a rarement vu dans notre siècle. Je pense que la question aujourd'hui qui est posée et que l'on peut tous voir, et malheureusement aussi sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la question de la réponse israélienne. C'est une des questions, pardon. Ça fait 48 heures, notamment sur ce plateau, qu'on parle des atrocités. Je tiens à vous rassurer. Les deux questions peuvent se poser simultanément. L'analyse n'empêche pas tout de même une forme de clarté morale et l'objectivité. Il n'y a pas de problème de clarté morale, je crois. Du relativisme. Donc, je peux me permettre. Mais après, effectivement... Ni relativisme. Mais après, en effet... Non, mais c'est important, pardon. Mais vous avez raison sur le fait que la question, à mon avis, se pose de la région à plus long terme. Il y a eu, de la part des Israéliens, une volonté de faire un dialogue politique avec le monde arabe. Et c'était assez sans précédent ce qu'on a vu avec ces accords d'Abraham. Je pense que d'ailleurs les Européens avaient peut-être raté un peu parce que ça venait de Netanyahou, de Trump, et on n'avait pas voulu comprendre ce qui était en train de se passer. Je crois qu'on était assez proche aussi de cette reconnaissance entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il y a eu assez peu de fuites dessus ces derniers mois, mais on voyait aussi les Américains d'ailleurs à la manœuvre. Je crois que c'est ce que les Iraniens ont voulu saboter, mais se pose aussi la question à un moment de la question palestinienne. Et là-dessus, moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, et peut-être que les Israéliens ont voulu d'abord dézoomer d'une certaine façon avec ce dialogue régional pour après revenir à la question palestinienne. Mais en tout cas, je pense que ce qui se passe aussi... Ça fait 23 ans qu'il y a une hégémonie de la solution militaire. Les sociologues israéliens le disent. Mais parce que fondamentalement, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que... Ce que vous dites est faux. Ça fait des années que le discours est il n'y a pas d'interlocuteur palestinien. Et quand il y a un interlocuteur, on l'a fait... Chacun à votre tour, s'il vous plaît. Chacun à votre tour, ça fait une demi-heure qu'il parle et qu'on ne peut pas répondre. Je veux dire, écoutez, franchement, cette tension est insupportable. Je vous le dis. Donc, vous avez chacun à votre tour. Ça fait 3 jours qu'on parle de ça sur ce plateau, qu'on le fait de manière très digne. Donc, s'il vous plaît, on continue ce soir. Je vous laisse terminer et après, je vous donne la parole. Mais on se parle de façon respectueuse. Je crois que
le Hamas est en train de voir ses principaux sponsors dans la région qui sont en train de lui échapper, qui finalement pensent que la question palestinienne est devenue assez secondaire pour eux, je pense notamment à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats, et qui se disent que maintenant la priorité, c'est de faire une alliance avec Israël contre l'Iran. Et donc cette voie de la violence aujourd'hui qu'on est en train de voir, c'est aussi peut-être une façon pour eux d'essayer en effet de se rappeler aux Israéliens, mais aussi au monde arabe. Stéphanie Latabdallah, je vais répondre. Palestinienne. Non, juste pour vous dire qu'en fait, cette question de l'hégémonie de la solution militaire, elle n'est pas arrivée là, il y a 3 jours, en fait. Elle est présente depuis 2000. C'est la doctrine de Netanyahou, notamment ne pas régler le conflit, le gérer à basse intensité, et il n'y arrive pas. En fait, on voit bien. Et le deuxième élément de sa doctrine, c'est de ne pas prendre en compte les Palestiniens et de faire la paix autour. Mais vous imaginez bien que ça n'est pas possible. La question de l'interlocuteur, ça fait presque des années que les Israéliens ou que les autorités israéliennes disent « nous n'avons pas d'interlocuteur ». Il n'y a eu que cette parenthèse d'Oslo où il y a eu un interlocuteur. Mais sinon, c'est toujours la même chose. C'était pareil avec le Fatah, c'était pareil avec les autres avant, et même avec l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que il y a quelques mois. L'autorité palestinienne, qui est dans une coopération sécuritaire tout à fait fiable depuis des années, est quand même complètement mise de côté quand il s'agit de négocier quoi que ce soit. Depuis 2014, ils ne négocient sur rien. Ils ne sont pas un interlocuteur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un affaiblissement de l'interlocuteur possible, d'autres... Et les seules personnes avec qui vous discutez, c'est dans un débat, on va dire, un peu transactionnel, lié à un rapport de force violent, alors on en arrive là. Et par rapport à ce que vous disiez, je trouve ça vraiment très juste. En effet... Qu'est-ce qu'il disait ? Par rapport à Marwan Barghouti, qui est en prison depuis des années, qui effectivement est un interlocuteur possible. Mais il faut savoir qu'effectivement, quand on regarde les sondages d'opinion dans la société palestinienne, c'est la personne qui serait élue avec le plus de voix comme président devant un candidat du Hamas. Contre le Hamas, contre tout le monde. Et pour quelle raison est-il en prison ? Mais en revanche, comment ? Pour quelle raison est-ce qu'il est en prison ? Alors, il est en prison pour son engagement. Selon Israël, cette prison à vie pour avoir commandité, pas pour l'avoir effectuée, mais pour avoir commandité l'assassinat de cette personne. Pour son engagement, apparemment, effectivement, appuyant des groupes armés au moment de la seconde intifada. Il faut savoir que ça a été un très ferme partisan. On fait pas la paix avec. On fait la paix avec. Ça a été un très ferme partisan. C'est-à-dire que la paix. Ça a été un très ferme. Pour sortir de Barghouti, parce que. Non, mais je veux quand même finir. Ça a été un très ferme partisan de la paix pendant très longtemps. Et puis au moment où est arrivée la seconde intifada, à un moment donné, il s'est engagé autrement puisque cette intifada s'est armée, puisqu'il n'y avait pas de résultat d'Oslo. C'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le dialogue est possible et puis d'autres moments où la population voit en fait les situations qui empirent et donc les réactions après sont plus. Mais ce que disait Ofer Bronstein, c'était pour préciser, vous disiez on ne fait pas la paix avec ses amis, c'est-à-dire qu'Arafat aussi était avant accusé de terrorisme. Marc Ecker. Non, je voulais revenir sur le cadre stratégique et dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté morale quand on prononce le mot surréaction. C'est un piège classique en matière de terrorisme. En fait, il y a 2 écueils. Il y a d'un côté la sous-estimation et de l'autre côté le risque de surréaction. La sous-estimation, elle a eu lieu. Pendant des années, quand j'allais sur place, j'entendais l'appareil sécuritaire israélien expliquer que le Hamas était une menace beaucoup plus faible que le Hezbollah, par exemple. Et ils pensaient vraiment pouvoir contenir cette menace dans cette enveloppe, dans cette bulle sécuritaire de la bande de Gaza, avec des écueils qui étaient les roquettes, encore une fois, mais le dôme de fer qui en arrêtait quand même une grande partie. Le piège de la surréaction, il est réel, et je pense qu'il faut le prendre en compte. Il y a l'émotion, effectivement, il y a la volonté de revanche, de vengeance, qui est en un sens compréhensible vu ce qui vient de se passer, mais qui ne saurait tout autoriser non plus. Mais il y a aussi la question de ce que ça va produire après, des résultats de cette réaction. Toute la difficulté, c'est de savoir ce que c'est qu'une surréaction. Et il y a souvent un terme qui revient régulièrement, employé d'ailleurs notamment par des juristes, sur la réponse proportionnée, la disproportion. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Mais c'est vrai que quand des bébés sont égorgés, c'est quoi une réponse proportionnée ou disproportionnée ? On ne peut pas mesurer ça, en fait. Donc là, on est vraiment dans une situation... D'autres bébés, je ne sais pas si c'est proportionné, par exemple. Je sais pas. Non, ce que vous voulez dire, c'est que ça n'existe pas. Moi, en tout cas, ça me fait penser à... C'est un classique des situations de guerre asymétrique, de conflit. Ça me fait penser à un article, je pense que Benjamin Haddad connaît très bien aussi, d'un politiste américain, Edward Luttwak, qui s'appelle « Give War a Chance », donner une chance non pas à la paix, mais donner une chance à la guerre. Et je pense qu'en ce moment, en Israël, c'est ça la mentalité. Donc, non.
Mais ce n'est pas la vie des familles qui ont des gens qui ont été capturés par le Hamas. C'est pas ça, vous dites, ce n'est pas ça la mentalité aujourd'hui? Vous ne l'entendez pas, cette soif de... Aujourd'hui, oui, c'est ce que dit Marc Ecker. D'accord, on est sous le choc. Maintenant, je vais vous donner des nouvelles dernières de Jérusalem. Il y a un gouvernement d'union nationale et d'urgence nationale qui vient d'être formé. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Il y a un gouvernement national, on précise, le Benny Gantz, qui est l'un des adversaires politiques de Netanyahou, va intégrer le gouvernement d'union nationale. Le gouvernement pour être en charge du cabinet... Le temps de la guerre, du communiqué, je crois. Mais pourquoi je le signale? Parce que quand on dit qu'il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas d'interlocuteur, je vous rappelle que lorsque Benny Gantz était ministre de la Défense il y a encore 1 an et demi, il est parti à plusieurs reprises lui-même jusqu'à Ramallah rencontrer Mahmoud Abbas. Donc il a vu en Mahmoud Abbas quand même un interlocuteur. Il lui a fait le respect. C'est important dans notre région d'être respectueux envers l'autre. Donc je pense qu'avoir des modérés... Oui, enfin maintenir la coopération sécuritaire pour l'essentiel. Écoutez, je suis d'accord avec vous, je sais qu'on est loin de ce que je voudrais voir. Oui, quand même. Mais il y a quand même des Israéliens, des Palestiniens qui font des choses tous les jours. Tout à fait. Regardez, vous êtes l'optimiste du plateau. Mais je vais vous dire, je suis invité aujourd'hui parce qu'il y a un malheur qui est tombé sur la région. Alors que moi, je suis un militant de la paix. On ne m'a jamais invité pour que je parle de paix. On ne m'a jamais invité pour que je parle des projets que les Israéliens et les Palestiniens continuent de faire. La semaine dernière, il y avait des femmes israéliennes, des femmes palestiniennes qui ont fait une grande marche. Oui, on a invité l'organisatrice ici. Parfait. Mais on parle plus de crises comme celle-là que de gens qui veulent faire la paix, d'Israéliens et de Palestiniens qui se rencontrent tous les jours. Et il y en a. Yohann Soufi. Oui, 2 choses. La première, c'est que je comprends l'émotion et je la vis aussi dans ma chair. Simplement, et ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans la justice internationale, j'ai jamais vu une différence entre la peine et le chagrin d'une mère parce que son enfant aura été tué d'une balle de Kalachnikov ou d'une attaque de drone dans son sommeil. Et donc je pense qu'il y a parfois une dissonance entre toutes les images qui effectivement existent d'un côté et de l'autre où on parle de statistiques. À Gaza, aujourd'hui, on parle comme s'il y avait un droit aujourd'hui de prolonger peut-être de quelques jours ou de quelques semaines les attaques sur Gaza, mais on parle de familles, de civils qui vont perdre leurs proches, etc. Et ça, c'est le terreau de la colère. C'est le deuxième point. C'est qu'on parle du logistique. Vous rappelez qu'un mort vaut un mort de chaque côté. Un mort vaut un mort, quelle que soit la cause, ça crée la même peine. Et c'est ça aussi qui nous lie dans notre humanité. La seconde chose, c'est que ce logiciel de revanche, mais effectivement, on va le faire remonter au 7 octobre. Mais du côté de Gaza, on va le faire remonter à la Grande Marche du Retour en 2018 ou en 2014. Et ce logiciel, il est inapplicable juridiquement, il est inapplicable moralement, il est inapplicable politiquement. Parce que où est-ce qu'on va remonter dans l'histoire comme ça? Il y a un moment, il faut que ce logiciel de revanche qui nourrit le terrorisme et l'extrémisme de part et d'autre, il cesse. Et le moment, c'est aujourd'hui. Vous savez ce qu'on dit de la vengeance? Un œil pour un œil, ils deviennent tous aveugles. Exactement. Je crois que c'est... Mais avec les civils qui payent. Mais c'est pour ça que la grande question, et la question que je posais aussi au début, il nous reste un gros quart d'heure, c'est est-ce que dans ce contexte-là, qu'on a, je crois, plutôt bien décrit, la diplomatie mondiale a encore un rôle à jouer? Est-ce que vous êtes député, Benjamin Haddad, est-ce que la France, est-ce que l'Europe, est-ce que la communauté internationale, si elle existe encore, a encore un rôle à jouer selon vous, et lequel? Oui, bon déjà, la France a toujours été du côté de la paix et de la diplomatie, et je crois que la France, là, est du côté de ses valeurs, en condamnant la violence et le terrorisme qu'on a vu, et en soutenant Israël. Après, vous savez, moi je m'inquiète, parce qu'on a parlé du rôle de la Russie, de l'Iran, je m'inquiète de la dégradation générale de l'environnement sécuritaire qu'on est en train de voir, et en particulier autour de l'Europe. On a une guerre sur le continent européen en ce moment, avec des Russes qui doivent être très contents de nous voir détourner le regard et aujourd'hui regarder l'horreur en Israël. Des Russes qui, bien sûr, sont très proches du régime iranien. Le régime iranien qui fournit des drones aussi à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. On a une guerre en Arménie avec les dirigeants turcs et azerbaïdjanais qui, après avoir récupéré le Haut-Karabakh, menacent aujourd'hui l'intégrité territoriale même de l'Arménie. Et avec la Russie, évidemment, la Russie qui ferme les yeux. Et vous savez, il y a un historien britannique qui disait récemment on dit souvent que l'histoire est de retour, mais qu'en fait là, c'est véritablement une avalanche de l'histoire, c'est-à-dire qu'une succession de crises. Aujourd'hui, si vous êtes un autocrate,
vous dites c'est peut-être le moment de pousser ma chance, parce qu'on n'a pas la bande passante, parce que les Européens sont focalisés sur l'Ukraine, parce que les Américains sont focalisés peut-être aussi beaucoup sur eux-mêmes. Les Américains sont en pleine crise en ce moment en Congrès, ils n'arrivent pas à faire passer leur budget. Pour la première fois de l'histoire politique américaine, le président de la Chambre des représentants a été renversé et on va rentrer. Non, il faut dire pourquoi. Pourquoi Oui, parce que en grande partie à cause de l'Ukraine, de l'aide financière et militaire à l'Ukraine. Et on va rentrer dans un débat politique extrêmement compliqué, dans une campagne électorale avec Trump aujourd'hui qui est au coude à coude avec Joe Biden. Il faut le dire, il est mieux placé dans les sondages qu'en 2016 et en 2020 avec les conséquences que l'on sait. Et donc à ce moment-là, je crois que ça exige de nous, Européens, d'être capables de se réarmer moralement et de se réarmer même sur le plan industriel, sur le plan militaire, sur le plan technologique, et d'être capable, mais c'est un effort générationnel parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui, mais d'être capable d'être beaucoup plus proactif dans la résolution des conflits, dans la défense de notre sécurité, de nos intérêts, en particulier dans notre voisinage. On voit les Américains se retirer. C'est pas être capable qu'il faut, c'est le vouloir qu'il faut. Et les Européens ne le veulent pas. Oui, je vais vous donner des chiffres. Mais ils le veulent ou pas, les Européens? Ils ne le veulent pas. Et je vais vous dire plus que ça. Depuis les accords d'Oslo, ces dernières 25 années, vous, contribuables américains et européens, vous, contribuables européens, vous avez donné presque 50 milliards d'euros à l'autorité palestinienne. Et pourquoi? 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros ou 48 milliards d'euros. Et pourquoi? À part ce que donnent les autres pays, à part ce que donnent d'autres organisations, c'est pas peu d'argent. C'est pas peu d'argent. Mais quel était l'objectif? C'est la création d'un État palestinien. Pour l'instant, on continue à donner. Et l'Europe, je m'excuse de le dire, est devenue un sous-traitant de l'occupation israélienne. Parce que si l'Europe arrête de donner, et le débat était ces derniers jours... C'est l'un des grands débats du moment. Hein. Oui, on n'arrête pas. Mais vous savez qui sont les plus grands lobbyistes pour qu'on continue à donner à l'autorité palestinienne à Bruxelles? C'est Israël. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si l'Europe arrête de payer les salaires des infirmières, des docteurs, des professeurs à Ramallah, Jenin ou à Bethléem, c'est Israël qui va devoir les assumer. C'est 17 milliards de dollars pour Israël chaque année. Donc il est dans l'intérêt d'Israël d'avoir le contribuable européen continuer. Nous avons des leviers. L'Europe est le plus grand marché économique d'Israël. Ça veut dire que si demain l'Europe dit on arrête de payer... C'est Israël qui doit payer. Ou alors c'est le Hamas qui prend le pouvoir. Il faut dire, voilà, dans le concret de la diplomatie, c'est-à-dire qu'on dit on arrête de payer à condition que... Voilà, on vient aux Israéliens, on leur dit écoutez, la solution, vous savez, la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est Kissinger qui a dit en Israël il n'y a que de la politique intérieure. Les politiciens israéliens, et Netanyahou est un des meilleurs, pensent aux prochaines élections. Les hommes d'État pensent aux prochaines générations. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne pensent qu'aux prochaines élections. Il y a des hommes d'État en Israël et en Palestine aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Rabin en était un, Shimon Peres en était un, Arafat en était un. Je crois que Mahmoud Abbas, quand on est arrivé au pouvoir au début, on était un. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas, il faut les encourager. Les Européens doivent être déterminés. Dire une fois pour toutes, on en a marre. C'est un conflit qui nous touche aussi à Paris, on le voit. On le voit. Si vous voulez notre aide, vous voulez notre soutien, vous voulez notre marché, vous allez faire ce qu'on va vous demander. Marc Eckert. Je veux dire que l'histoire de l'implication de l'Europe sur ce conflit illustre très bien en fait, le déclin géopolitique de l'Union européenne sur la scène internationale. Et évidemment, ce que demande Benjamin Haddad, c'est une volonté, c'est un horizon, mais on en est très très loin pour le moment. Il y a une expression classique dans le conflit israélo-palestinien sur le rôle de l'Europe, c'est « Europe is a payer, not a player ». C'est-à-dire qu'on paye, mais on n'est pas vraiment un acteur. On n'est pas un joueur, on est un acteur. Ouais. Exactement. Ça doit se terminer. Oui, mais c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, d'autant que l'Europe est divisée aujourd'hui sur ce sujet. Et on n'a pas non plus de leadership français sur la question. Non, on l'a plus. Enfin, la dernière initiative un peu d'envergure date de 2017. Initiative de relance du processus de paix. Oui, c'était la dernière initiative. Mais c'était une initiative. Qui n'a pas fonctionné en effet. Et je pense qu'on n'a pas vraiment non plus d'homme d'État qui ait cette vision. Aussi en France, enfin je suis désolée, on a aux affaires étrangères des gens extrêmement qualifiés, etc. Mais je suis désolée, à l'Élysée, il n'y a pas une vision. On a deux hommes qui travaillent avec le président ici. Oui, il n'y a pas de vision sur le conflit, en tout cas pas de volonté de la mettre en œuvre. Yann Sophie, oui. Je pense aussi, qu'est-ce qui fait le poids de l'Europe au-delà de l'aspect militaire économique, c'est ses valeurs. Et moi, ce que j'ai entendu beaucoup dans les différentes missions que j'ai faites et que j'ai constaté en Ukraine, c'est une dissonance parfois entre les valeurs de l'Union européenne et la réaction de l'Union européenne, par exemple en Ukraine et en Palestine. Et à mon avis, si l'Europe, elle veut peser dans le monde de demain,
c'est qu'il faut qu'elle soit en accord aussi avec ses valeurs. Et ça passe notamment en Palestine, et c'était un peu l'objet de ma tribune dans le monde. Il y a 15 jours dans le monde. C'était justement de montrer que la Palestine, pour moi, c'est un élément central du débat international sur la dissonance de valeurs entre l'Ouest et l'Est. Pourquoi expliquez-la en quelque sorte, parce que alors que pour toute une population, la réaction légitime de la communauté internationale en Ukraine a été basée sur la sacralisation du territoire et des populations civiles, on ne voit pas la même réaction en Palestine. Le territoire palestinien, n'oubliez pas. Comment ? Israël n'occupe pas de territoire palestinien. En Cisjordanie ? C'est des territoires qu'elle a pris à la Jordanie, pas... Non. Après, on peut débattre sur les détails juridiques, mais dans l'esprit de la personne en Afrique, en Amérique du Sud, il y a aujourd'hui une contradiction entre la position occidentale en Ukraine et au Moyen-Orient. En tout cas, les Nations Unies considèrent que ce sont des territoires occupés qui peut s'étendre à l'Irak, d'ailleurs, etc. Mais c'est intéressant. Pardon, les amis, c'est intéressant ce que dit Yohann Soufi, et ça explique peut-être pourquoi le monde n'est pas tel qu'on l'imagine, nous, vu de France. Il n'y a pas juste la position occidentale. Exactement, et c'est intéressant de regarder une carte, justement, pour comprendre comment le monde se positionne. On en a préparé une en s'inspirant d'une revue géopolitique qui s'appelle Le Grand Continent, et qui a un peu cartographié les différentes réactions des pays du monde après les attaques du Hamas. Et on voit sur cette carte que, en gros, le monde est divisé en 4 groupes. En bleu, ce sont les pays qui ont condamné fermement le Hamas et affiché leur soutien explicite à Israël. Donc, globalement, le monde occidental, quelques pays d'Asie et quelques pays d'Amérique latine. C'est quoi ce grand pays d'Asie en rouge ? Le grand pays d'Asie en rouge. C'est l'Indonésie. Ah oui, qui soutient le Hamas. Non, en rouge, c'est la Malaisie. On voit la Malaisie. La Malaisie, d'accord. Oui, tout à fait. Bah alors, vous allez plus vite que moi. Je continue par le jaune. Le jaune, ce sont les États qui ont cherché une forme de neutralité toute relative, parfois ambiguë. On l'a vu dans le billet avec la Turquie. Donc, des États qui ont appelé à la désescalade, qui ont un peu renvoyé les deux camps dos à dos. Donc, c'était le cas de la Chine, du Brésil, la Russie. En rouge, donc, les pays qui ont clairement affiché leur soutien au Hamas, ils sont très peu nombreux, principalement des pays du monde musulman, mais aussi d'autres pays comme Cuba ou le Venezuela. Et donc, on compte l'Iran, l'Algérie, le Qatar, la Malaisie, la Syrie. Et enfin, le Qatar Hongrie. Son soutien. A priori, oui. Ouais. Et enfin, on voit en gris les pays qui, eux, ne se sont pas prononcés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est principalement le continent africain. Et finalement, donc, cette carte, elle nous montre, Marc Ecker, que le monde est complètement fracturé et que notre position occidentale, elle est très loin d'être hégémonique. Ça nous rappelle un peu les lignes de fracture après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui, alors, je vais commenter la carte, mais je tiens à dire que pour les daltoniens comme moi, c'est un enfer. Mais je vois à peu près les positions des uns et des autres. Pour dire qu'il y a une notion importante en diplomatie sur le conflit israélo-palestinien qui a souvent été avancée, qui est celle de, encore un terme anglo-saxon, ce qui montre l'importance des États-Unis dans cette zone. Non, mais ce qui montre, ce qui veut dire des choses aussi. C'est pas juste, c'est le terme de honest broker, l'intermédiaire honnête. Et en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on ne voit pas qui pourrait être l'intermédiaire honnête, parce qu'en fait, les acteurs ont bien pris position. Les États-Unis sont clairement... C'était qui avant l'honnête intermédiaire ? Bon, ce qu'on a vu, c'est que les Européens ont essayé de jouer un rôle pour pousser cette cause-là, et en fait, à partir de... On parle du processus d'Oslo, mais la poignée de main a eu lieu à Washington. Ouais. En fait, les Américains l'Europe a été marginalisée clairement à partir de là. Moi, je note quand même qu'il y a des poussées de certains acteurs sur le sujet qui ne se prononcent pas, à mon avis, justement pour pouvoir se positionner peut-être à terme comme honest broker. C'est peut-être la Chine, c'est peut-être la Turquie. La Chine qui a eu plusieurs jours avant de réagir. Et la Chine, on avait un ministre chinois à l'IFRI hier. De manière très intéressante, il est resté très prudent en attendant le communiqué officiel qui est sorti il y a quelques heures, vous l'avez sans doute vu, où la Chine vraiment ménage la chèvre et le chou, appelle à la paix, appel à la concorde, à la désescalade. Voilà, ça correspond à cette couleur que je ne saurais nommer sur la carte. Donc le jaune. Et quand on leur parle du conflit, ils disent quand même c'est très loin. Alors on a quand même noté que la Chine a joué un rôle important dans le fait que l'Arabie Saoudite et l'Iran renouent des relations diplomatiques il y a quelques mois. Ils ne sont pas prêts, je pense, à aller beaucoup plus loin, mais sait-on jamais. Mais on imagine, alors j'imagine beaucoup de gens qui nous regardent qui disent ok, donc l'Arabie Saoudite avait des relations, voulait rétablir ses relations avec Israël, mais a retenu ses relations avec l'Iran de l'autre côté. C'est un monde de plus en plus illisible. Mais je vais vous dire quelque chose de pire. Vous savez qui a soutenu les Iraniens pendant la guerre Irak-Iran ? 1,5 million de morts au début des années 80. C'est Israël soutenait les Iraniens. Les mêmes Iraniens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc le cynisme et le machiavélisme en politique,
En tout cas, en ce qui concerne la diplomatie humanitaire, aujourd'hui, les acteurs, ce sont l'Égypte, le Qatar et l'Allemagne. Égypte, Qatar, Allemagne. Oui, et la Turquie. Mais surtout, qui sont en position de négocier, notamment pour ce qui concerne les otages. Ce qui serait des otages. Le Qatar, l'argent du Qatar, en gros. Ouais. Alors, il y a l'argent du Qatar. L'Égypte, elle a beaucoup de leviers parce qu'elle a l'ouverture sur Rafah. Donc, elle peut à la fois, on va dire, suivre la politique israélienne de blocus ou bien l'alléger et laisser passer des choses. Et puis l'Allemagne, qui est traditionnellement très présente sur ces questions d'échange de prisonniers. Juste un Je vous laisse préciser. Encore une fois, on parle là de la diplomatie humanitaire que j'ai qualifiée. Oui. Non, mais c'est juste pour préciser. Alors que moi, je parlais plutôt de. Oui, c'est je précise pour les téléspectateurs. Plus sur le long terme et la possibilité à terme de trouver une solution à ce conflit. Benjamin Haddad, Oui, non, vous avez eu raison de dire en effet que c'est à peu près la même ligne de fracture qu'on voit par rapport à l'Ukraine. Et on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait un décalage entre les pays européens, les États-Unis et les pays de ce qu'on appelle le Sud global, le soutien à l'Ukraine. Et c'est une donnée aujourd'hui des relations internationales, c'est que les Occidentaux ont perdu leur monopole sur le monde. Il faut le savoir, il faut appréhender ça avec beaucoup de respect et d'humilité. Mais c'est intéressant, juste parce que ce que disait Yohann Soufi, c'est que peut-être que si ce Sud global réagit comme ça, c'est aussi parce qu'il y a eu le sentiment dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de sociétés, disons, d'une sorte d'hypocrisie. C'est ça. Oui, mais vous l'entendez ça. vous savez, c'est ce qu'on entend souvent, par exemple, de la part de pays africains sur la question de l'Ukraine. C'est pourquoi vous vous intéressez tant à l'Ukraine quand vous vous intéressez beaucoup moins au conflit chez nous. Il y a des formes de double standard. Ce qui est parfois paradoxal, d'ailleurs, parce que ce sont les pays qui sont les premières victimes de la crise alimentaire, l'augmentation du prix des denrées qui est liée à l'agression russe contre l'Ukraine. Ça a été vraiment un des objectifs du président de la République aussi, d'avoir un dialogue constant avec ces pays pour les amener aussi autour de la table sur la question du soutien à l'Ukraine, de la diplomatie. Et je crois qu'il faut en être conscient, il faut apprendre ça avec humilité, mais il ne faut pas non plus que ça nous empêche, nous, Européens, d'assumer qu'on a des valeurs, des intérêts propres parfois à défendre, que nous n'avons pas forcément tout le temps une vision du monde universelle, parce que pendant longtemps, contrairement d'ailleurs à d'autres pays du monde, on veut absolument universaliser nos objectifs. On a des priorités régionales, on a des conflits qui vont parfois, on a des responsabilités, on a des conflits qui vont nous toucher, avoir un impact plus direct sur nous, et c'est aussi notre responsabilité de défendre les... Pourquoi on a des responsabilités vis-à-vis de la région? Ce qui se passe aujourd'hui dans la région, la division des pouvoirs, les nouveaux États qui se sont créés, c'est l'œuvre des Européens, c'est pas l'œuvre ni des Américains ni des Russes. Donc il y a une responsabilité européenne de ce qui se passe dans la région. Les Européens ne peuvent pas se dire « Ah non, c'est pas notre problème que les Américains... Mais on le fait d'ailleurs en payant. Si on ne se sentait pas coupable, on n'aurait pas... Je voudrais dire, parce que je sais que ça va se terminer, deux choses sur le Hamas. Je n'ai pas exactement compris comment ça s'appelle, mais je crois que l'opération que le Hamas a lancée s'appelle quelque chose avec Al-Aqsa. Déluge d'Al-Aqsa. Voilà, déluge d'Al-Aqsa. C'est-à-dire qu'ils veulent ramener le conflit à une dimension religieuse. Le ramener sur le religieux est très très compliqué parce que ça veut dire qu'on n'a pas de solution politique. Al-Aqsa, c'est la mosquée de Jérusalem. Une des mosquées sur le mont des Temples. Troisième lieu saint de l'islam. Il y en a deux. Je vais vous dire quelque chose. Moi, les lieux saints, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui est sainte, et c'est la vie humaine. Ceux qui vont aller sur ce terrain de moi j'ai mon petit mur ça, moi j'ai mon petit église sainte, ne vont jamais régler le problème. Moi je m'intéresse beaucoup plus aux maternités qu'au cimetière. Si nous, Européens, on s'intéressait un peu plus aux maternités, aux prochaines générations, et on a de quoi offrir aux uns et aux autres, on peut régler le problème. C'est le mot de la fin. Je suis désolé, c'était bien. Puis quand même, il n'y a eu que de l'espoir. Chauffeur Branstein, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à tous les 5 d'avoir accepté de venir dialoguer, de débattre avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et Camille, c'est toi qui se recommande demain, autour de 22h45. Merci à vous. Ciao.